Alors, il y a, Alors, nous sommes très heureux ce soir d'accueillir Colette Beck, professeure émérite en sociologie à l'Université de Paris, anciennement Paris Descartes. Elle a été en charge au CNAM du séminaire Questions sociales et politiques sociales. La présentation de ce soir partira de son livre La sécurité sociale, une institution de la démocratie, paru en 2014, mais elle nous parlera plus largement aussi de l'ensemble de ses recherches. Pour notre séminaire qui s'intitule Futur de la protection sociale, il est intéressant d'entendre une rétrospective de la construction de la protection sociale en France. Cela nous permettra de voir s'il existe réellement un univers en expansion de la protection sociale et quels enseignements nous pouvons en tirer pour envisager un futur revenu universel. Donc, Madame Beck, je vous propose une présentation d'environ 45 minutes. Et puis ensuite, il y aura une réponse, enfin plutôt des questions de Simon Fouquet, qui donc prépare une thèse à l'université Nice-Sophia Antipolis en philosophie qui s'intitule Démocratiser la société par le droit, l'exemple du droit du travail. Et puis donc par la suite, il y aura donc les questions des autres auditeurs. très bien. Voilà, je vous laisse la parole. Je vous remercie infiniment et je voulais dire que j'avais été heureuse d'accepter cette invitation, si ce n'est que j'ai eu peur après réflexion. J'ai craint un quiproquo et je me suis permis de vous rappeler pour vous demander si, pour vous dire plus précisément que je n'avais jamais travaillé sur le revenu universel et que ce n'étaient pas les quelques lectures que j'avais faites sur cette question qui m'autorisaient à en parler. Mais vous m'avez rassuré en me disant que vous ne m'aviez pas invité pour ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire ce soir, je vais vous présenter effectivement assez rapidement mes travaux sur la question de la protection sociale, de la mise en œuvre des politiques sociales, de la fin du 19e siècle, à partir de la fin du 19e siècle, en précisant leur enchaînement et peut-être, si vous le permettez, au départ, et l'articulation avec mon activité professionnelle. Car en fait, j'ai toujours choisi mes thèmes de recherche en fonction de mon inscription professionnelle, ce qui peut poser problème, ce qui présente des avantages. Après une thèse sur l'histoire de la psychiatrie, je travaillais alors en psychiatrie, je suis devenue cadre pédagogique dans un centre de formation de travailleurs sociaux et je ne connaissais absolument rien au social. J'ai donc demandé de pouvoir faire un stage pour savoir un peu ce que c'était que le service social. Et d'autre part, je me suis mise à étudier l'histoire de l'assistance et de la politique d'assistance que les étudiants en formation auxquels j'étais censée apporter ma participation étaient censés mettre en œuvre. Puis peu à peu, mon intérêt s'est élargi et mon intérêt s'est ouvert à deux autres piliers de l'État social, la question de la protection par le droit du travail et de ses transformations, et la question de la protection vis-à-vis des autres risques par la sécurité sociale. Voilà, deux piliers de l'État social qui m'ont vraiment paru extrêmement intéressants. Mais je n'ai jamais oublié l'assistance et j'ai essayé d'ailleurs au fur et à mesure de voir les transformations de la place et de la fonction de l'assistance dans les transformations du système. Voilà. Alors, ma question principale est ainsi peu à peu devenue celle de la protection dans une démocratie. Comment cette question est traitée selon les moments et ce que disent les réponses, c'est-à-dire les réponses politiques apportées à cette question, ce que disent ces réponses sur la démocratie elle-même. Bon, vous le savez aussi bien que moi, en démocratie, il y a des biens que l'on qualifie de fondamentaux, parmi lesquels la santé, l'instruction, le logement, ce qui veut dire auquel doit avoir accès tout citoyen. Ce qui veut dire que sans l'accès à ces biens,
la liberté de l'individu est complètement hypothéquée. Je crois que ce n'est pas à vous que je dirais que ne pas savoir lire, c'est ne pas être libre, ne pas pouvoir accéder aux soins, c'est ne pas être libre, etc. Donc, protection et liberté vont de pair, et la protection est même la condition de la liberté individuelle. Mais cette protection ne peut, me semble-t-il, en tout cas c'est ma thèse, réellement exister pour tous que si elle repose sur une organisation solidaire de la société. Ça, je crois que c'est l'élément essentiel que l'on va retrouver dans les différentes parties de mon exposé. Donc voilà le cadre un peu dans lequel se sont développées mes recherches autour d'une question qui me semble toujours en débat et peut-être même plus que jamais d'actualité. Alors, je propose donc 3 moments. La troisième République, la fin du 19e siècle, voir un peu comment se pose la question sociale, comment elle devient une question politique et les réponses qui lui sont apportées. Ensuite, évidemment, la question de la libération avec la sécurité sociale. Et puis, à partir des années 70, les problèmes de ce système. Et je conclurai sur un point qui m'est profondément cher, peut-être parce que je suis une ancienne prof, je ne sais pas, mais qui me semble essentiel, qui est la question de l'éducation à la solidarité. Je vous dirai à qui j'emprunte cette expression que je fais mienne. Alors, la question de la Troisième République. Bon, la Troisième République, pourquoi partir de cette période alors que c'est très tôt dans le contexte d'industrialisation, au début du 19e siècle, qu'émerge ce que l'on a appelé la question sociale. Cette question du paupérisme qui frappe le monde ouvrier et que décrivent très bien 2 grandes enquêtes sociales que vous devez connaître, qui sont celles de Villermé et Buret, qui ont été publiées en 1840. À ce moment-là, seules les sociétés de secours mutuels pouvaient venir en aide à des individus qui, contre une petite cotisation, recevaient l'accès aux soins et étaient aussi aidés pour les obsèques et des choses comme ça. Mais le mouvement mutualiste reposait au 19e siècle sur la question, j'allais dire, de l'association libre, c'est-à-dire que philosophiquement, la mutualité développe l'idée que l'association libre peut être la réponse aux limites individuelles, voire même à l'impuissance individuelle, et que l'assurance mutualisée pourrait devenir l'instrument de constitution, d'auto-organisation contractuelle de notre société, rendant ainsi inutile l'obligation étatique. Bon, je pense, à mes yeux, enfin, je ne sais pas, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans la discussion, je pense que c'est là la limite qui s'est imposée à la mutualité de concevoir la question de la protection comme extérieure, en fait, à une action politique générale sur la société. Bon, en tout cas, très rapidement, si vous voulez, l'action des mutuelles a montré ses limites face aux problèmes. Alors, comment caractériser cette... Et c'est donc à la fin du 19e siècle que la question sociale apparaît comme une question fondamentalement politique vis-à-vis de laquelle l'État doit intervenir. Alors, comment caractériser ce contexte de la fin du 19e siècle ? Je dirais que la caractéristique fondamentale, c'est la fin du rêve libéral ou la crise du libéralisme, que cette question sociale et les problèmes qui lui sont liés, violence, secousses révolutionnaires tout le long du siècle, expriment en fait des promesses non tenues, mais qui ne pouvaient pas être tenues, me semble-t-il, et qui traduit les limites et les contradictions de cette idéologie libérale. Et la permanence de cette réalité de paupérisme signe l'échec de l'individualisme libéral, impuissant qu'il est à faire société. Voilà. Donc, il y a une illusion qui est assez étonnante à ce moment-là, c'est
oui, je vais le dire autrement, il y a une phrase de Jaurès en 1893, donc tout à fait à la fin du 19e siècle, qui montre l'importance, la mesure de la question sociale. Il dit au moment même où le salarié est souverain dans l'ordre politique, il est dans l'ordre économique réduit à une sorte de servage. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est fait citoyen, qui donc peut voter, eh ben, dans la vie quotidienne, il est réduit à une sorte de servage. Donc, c'est à ce moment-là, j'allais dire, qu'on reconnaît enfin qu'il ne peut y avoir de liberté sans sécurité et qu'il ne peut y avoir d'égalité sans solidarité. C'est cette idée de solidarité, à l'époque posée comme une sorte de troisième voie entre le libéralisme d'un côté, dont l'échec était patent, et le marxisme de l'autre, qui faisait assez peur. Cette notion de solidarité va permettre de penser une société dans laquelle l'interdépendance de fait entre les individus doit être construite juridiquement, institutionnellement, etc., pour que la dépendance des uns envers les autres ne produise pas de la soumission, mais de l'émancipation. Parce que la dépendance des uns envers les autres, c'est un fait. L'interdépendance sociale est un fait. Si on la laisse, disait Bourgeois, qui est le théoricien le plus connu de cette école, si on la laisse libre, fonctionner toute seule, cette solidarité négative, il l'appelait comme ça, je crois, eh bien, va correspondre à la loi du plus fort. Donc, la solidarité, elle doit être juridiquement, institutionnellement, c'est-à-dire politiquement organisée. Et c'est à partir de ce moment-là que s'impose la nécessité d'une révision fondamentale des notions de liberté et d'égalité et l'attribution à l'État d'un rôle constitutif dans la construction de la société démocratique. Alors, l'État commence à faire, à la fin du 19e siècle, à s'attribuer de nouvelles fonctions, donc, s'opposant ainsi fondamentalement à l'idée d'un ordre spontané, résultant, vous le savez, de l'action de la main invisible. Et par l'élaboration de politiques sociales, l'État donc vise à organiser politiquement vraiment une société de citoyens libres, conscients, alors ça on verra la question de la conscience, de leur interdépendance. Alors parmi les grandes lois de ce moment-là, il y en a une évidemment qui est donnée toujours, et à juste titre me semble-t-il, comme la première, ce sont les lois Jules Ferry, qui imposent l'obligation scolaire, la gratuité, etc. Alors pourquoi ça me paraît légitime? Eh bien parce que les lois Jules Ferry se présentent quand même comme l'école, comme l'institution d'éducation à la citoyenneté. Viennent ensuite les trois grandes lois d'assistance qui vont tenter d'articuler l'individu et la collectivité. La loi d'assistance médicale gratuite, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé parce qu'elle est vraiment passionnante, qui est votée en juillet 1893, et qui va, avec quelques réformes évidemment, vivre jusqu'à la CMU, c'est-à-dire en janvier 2000. Vous vous rendez compte? 1893. Et cette loi d'assistance médicale gratuite, elle est présentée comme un prêt envers les malades qui vont récupérer leur capacité de travail. Ensuite, il y a une deuxième loi sur le service des enfants assistés en 1904 qui est présentée, elle, comme un placement envers les enfants qui coopéreront bientôt à la société. Et enfin, la dernière loi d'assistance aux vieillards infirmes et incurables de 1905 qui est présentée comme le paiement d'une dette de la société envers des personnes qui ont travaillé, qui ont participé à la construction de la société. Ce sont trois lois, à mon avis, qui fondent vraiment l'État social. Et elles seront suivies par la suite, assez rapidement, par les premières lois d'assurance
La première de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, qui va être un échec total parce que autant du côté ouvrier que du côté patronal, ils vont s'opposer à l'obligation. Et en 1928-1930, ce seront les premières assurances sociales obligatoires, maladie, vieillesse, etc. Et ces lois vont, enfin j'en dirai deux mots tout à l'heure, et dans le contexte, c'est quand même la naissance de l'impôt sur le revenu en 1914, qui est un moment très très important, la loi sur le syndicalisme ouvrier en 1884. Donc, on voit bien, me semble-t-il, comment tente de se mettre en place avec beaucoup de difficultés, dans une société d'ailleurs partagée, tiraillée de partout, une stratégie d'éducation, de soins et de redistribution. Se construit ensemble, me semble-t-il, ce que j'ai appelé la solidarité d'appartenance, dans laquelle chaque individu, par son travail, s'oblige envers la collectivité, qui à son tour s'oblige au titre de la dette envers ses membres. Tout à des degrés différents exprime la solidarité entendue comme un compromis qui vise à concilier l'indépendance individuelle et la collectivité. Voilà. Et alors, je reprendrai d'ailleurs pour bien expliquer ça, je reprends volontiers l'expression de Serge Bernstein, je ne sais pas si vous connaissez cet historien qui a fait un énorme bouquin sur la synthèse démocrate libérale, où il montre comment on passe du libéralisme démocratique, avec donc cet échec du libéralisme, à une démocratie libérale. C'est ce qu'il appelle la synthèse démocrate et libérale. Et je vous donne sa définition, il dit une synthèse difficile entre une doctrine qui prône le primat de l'individu, aussi libre qu'il est possible de le concevoir dans une société, et une revendication démocratique toujours présente et de plus en plus clairement opposée au cours du XIXe siècle, au vu d'un libéralisme qui, d'abord révolutionnaire en 1789, apparaît très rapidement comme conservateur. Voilà donc, je pense, ce que je pouvais dire sur ce premier moment qui correspond, selon moi, aux fondations de l'État social. Alors, la libération, c'est un moment très, très différent. Enfin, très différent, oui, très différent. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue qu'en 50 ans, la première moitié du XXe siècle, il y a eu 2 guerres mondiales et la fameuse crise économique internationale de 1929. Donc ça, je crois que ça a eu un impact majeur à la libération au niveau politique. Parce que si en 1918, revenir à la liberté, c'était revenir, à la fin de la guerre, donc c'était revenir à l'état d'avant 1914, en 1945, comme je viens de le dire, après, avec 2 guerres mondiales et une crise économique internationale, il n'était pas question, ça ne voulait rien dire, de revenir avant. Donc, ce qui se joue à la libération est vraiment différent, puisqu'en fait, il va s'agir de mettre en œuvre ce qu'ils ont appelé, et on voit cette expression dans plein de textes de 1945, ils ont appelé une révolution par la loi. C'est une expression très présente. Alors, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, pour tous ces réformateurs, et quels qu'ils soient, je vais dire 2 mots sur les alliances politiques de ce moment-là, c'était le projet de construire, d'organiser rationnellement, et les termes sont vraiment importants, une société sur des critères de justice sociale. Parce que la justice sociale est la condition de la paix. On comprend qu'en 1945, à la sortie de la guerre. Dit autrement, et on retrouve ça dans le préambule de la Constitution de 1946, il s'agit de compléter la démocratie politique par une démocratie économique et sociale. Voilà. Et donc, pour ce faire, il n'y a qu'une voie, la solidarité nationale et la redistribution.
Alors, le contexte international plein de textes. Déjà en 1935, il y avait eu le début du New Deal avec Roosevelt qui visait à libérer du besoin la population. En 1941, il y a la Charte de l'Atlantique qui proclame elle aussi que la paix doit garantir à tous les hommes une existence affranchie de la peur et du besoin. Ensuite, il y a eu le rapport Beveridge, vous le savez, sur la sécurité sociale. En 1944, c'est la déclaration de Philadelphie. Et enfin, en France, il y a le fameux programme du Conseil national de la résistance, baptisé Les Jours heureux, publié le 15 mars 1944, et qui est le fruit d'un accord entre les différentes composantes de la résistance, et qui ratifie l'ambition de ne laisser personne au bord de la route. Il promet, je le cite, un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec, et préciser, la gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Voilà. Donc, tous ces textes disent que sans justice sociale, il ne peut pas y avoir de paix, et que la justice sociale, pour ne pas rester une incantation comme ça, nécessite au niveau national une politique de protection et une politique de redistribution. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Alors, je disais que toutes les familles politiques ont été associées à ça, alors avec des différences très importantes. Le MRP, les gaullistes, les socialistes et les communistes, autour de l'idée, alors ne faisons pas d'erreur sur cette notion, de ce que là aussi on retrouve dans les textes, qui est l'idée socialiste. Ce n'était pas du tout l'idée du Parti socialiste, c'était une idée qui transcendait le Parti socialiste et qui était donc cette organisation réfléchie de la société. Je crois que c'est vraiment extrêmement important, c'est-à-dire une société capable de définir le vivre ensemble en fonction des valeurs de la démocratie, liberté et égalité. Voilà. Là encore, s'impose un nouveau rapport de l'État à la société. Vont se développer, vous le savez, de nombreuses politiques, les nationalisations, enfin, etc. Et il va y avoir la sécurité sociale. Vous me direz l'heure parce que je ne chronomètre pas, je ne sais pas. Je peux continuer encore? Oui, oui, allez-y. D'accord. Voilà. Alors, toute la finalité, si vous voulez, de ces politiques, c'est de produire la liberté. La liberté n'existe pas, elle n'est pas donnée comme ça. Ça doit être une construction collective et politique et protégée. Donc, la solidarité nationale devient la notion phare de ce moment-là. Et la solidarité nationale, comment va-t-on la mettre en place? Par quelles institutions? Par quelle voie? Et c'est là où on retrouve l'impôt. Il y a eu en 1945 un épisode court mais assez significatif du premier impôt sur le capital, assez intéressant. Ensuite, il y a le droit du travail. Je pense à M. Fouquet, je pense, on pourra parler. Qu'est-ce que c'est que le droit du travail? Comment est-il pensé? En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai lu, qui est un droit au carrefour de la protection sociale et des politiques économiques et sociales. Son élaboration, qu'est-ce qu'elle vise? Il vise à transformer une relation profondément inégalitaire entre l'employeur et l'employé en un pouvoir collectif qui assure vraiment un pouvoir, une liberté individuelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, comment dire, transformer des rapports de force en rapports de droit. Et je crois que le droit du travail est vraiment un moment extrêmement intéressant. En 1945, il ne naît pas à ce moment-là, il existe avant, mais à ce moment-là, il se développe. Et le CDI va s'imposer, le travail n'est pas appréhendé comme une marchandise. Ouais. Alors, la sécurité sociale, sur laquelle je m'arrêterai plus longtemps, elle a été pensée comme une pièce vraiment majeure de ce nouveau cours démocratique.
c'est une institution qui est appelée à participer à l'émancipation des individus et à les faire membres de la société. Alors, contrairement aux lois d'assurance de 1928-1930, dont les résultats ont été décevants, faiblesse des prestations, sur le plan organisationnel, énormément d'inégalités, enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail. La sécurité sociale, elle avait pour objectif de solidariser l'ensemble de la société. Je crois que ça, c'est extrêmement important. On va dépasser des solidarités catégorielles et professionnelles pour vraiment organiser une solidarité nationale. Alors, cette sécurité sociale, elle est pensée comme devant être au carrefour d'une politique économique portée par la recherche du plein emploi, d'une politique d'équipement sanitaire et d'organisation médicale de prévention et de soins, et enfin, et c'est certainement l'élément le plus novateur et le plus volontariste et le plus intéressant, enfin pas le plus intéressant, très intéressant, c'est une politique de redistribution. Et Larocque, dont vous avez dû entendre parler, qui est un des fondateurs de la sécurité sociale, disait une politique de redistribution qui doit modifier la répartition qui résulte du jeu aveugle des mécanismes économiques. Donc, vous voyez, c'est vraiment une idée que je trouve très, très forte. Et il y a eu l'ordonnance du 4 octobre 1945 qui couvre, dans un premier temps, tous les salariés du commerce et de l'industrie. Et je voulais l'exposer, enfin une partie de l'exposé des motifs de cette ordonnance qui dit « Le problème qui se pose est celui d'une redistribution du revenu national destiné à prélever sur le revenu des individus favorisés les sommes nécessaires pour compléter les ressources des travailleurs ou des familles défavorisées. » Envisagée sous cet angle, la sécurité sociale appelle l'aménagement d'une vaste organisation nationale d'entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité, à la fois quant aux personnes qu'elle couvre et quant aux risques. C'est donc les deux principes d'universalité et d'unité. La caisse unique devait être le symbole de cette unité et donc le moyen, l'instrument de la solidarité nationale. Alors, quels sont les résultats? Je parlerai d'une dualité de résultats. Tout d'abord, très, très, très rapidement, on voit la société française se transformer sous les effets positifs de la sécurité sociale, c'est-à-dire que peu à peu, les progrès induits par cet embryon de solidarité en 1946-1947 sont suffisamment importants pour que s'amorce de véritables transformations. L'incertitude du lendemain s'est transformée, s'est profondément atténuée, la maladie n'est plus la misère, la vieillesse n'équivaut plus à la misère, il y a donc une réduction effective de l'insécurité et le sentiment pour la masse des salariés d'un climat beaucoup plus serein. Alors, juste quelques chiffres, et puis si on a le temps, on pourra en venir. La question de la mortalité infantile, par exemple, qui est spectaculaire. En 1945, donc à la Libération, pour 1000 décès, il y avait, pour 1000 naissances, excusez-moi, il y avait 108 décès. En 1954, c'est-à-dire 9 ans après, pour 1000 naissances, on est tombé à 37 décès. Donc, vous voyez, vraiment, la chute est vertigineuse, sans parler du fait qu'au niveau de la santé, la sécurité sociale va permettre à la population d'accéder aux progrès majeurs de la recherche médicale du moment, par exemple les antibiotiques. Donc, c'est extrêmement important. Mais et c'est là où on arrive, la mise en œuvre des deux principes que je vous ai cités, universalité et caisse unique, va rencontrer de multiples résistances
qui vont donner lieu vraiment à des dérives et, à mon avis, à ce que j'ai appelé l'ambiguïté fondatrice de 45, c'est-à-dire que certaines catégories ont refusé, avec beaucoup de manifestations, enfin, de se joindre dans cette caisse unique. Ils ont refusé donc l'unité organisationnelle, hein, de façon extrêmement farouche, nombreuse. Alors, si on a le temps, là encore, on en parlera, mais parmi les groupes professionnels qui veulent garder leurs acquis et leur identité, bon, il y a les enseignants, je ne suis pas à la sécurité sociale, je suis à la MGEN, les cadres, les cheminots, et puis, si vous voulez, tout ce que l'on a appelé les non salariés et non agricoles, les artisans, les professions libérales, etc. Les médecins ont été en pointe dans cette lutte contre la caisse unique. Si on a le temps et ça vous intéresse, je vous dirai quelques citations. Voilà. Donc, une double, si vous voulez, ils ont eu ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire des caisses propres à leur métier, à leur profession, donc hors de la solidarité nationale. Ils étaient dans des solidarités catégorielles professionnelles et donc ils ont eu avec des inégalités terribles. Enfin, voilà. Donc on ne peut pas dire que si elle a transformé positivement et si elle continue de protéger profondément, le projet de 45 n'est pas du tout atteint, au contraire, à mes yeux, il est un peu perverti. Alors, la dernière période, c'est les problèmes et les transformations. Alors, à partir des années 70, il s'agit, vous le savez, on entre dans la mondialisation et il s'agit beaucoup moins d'organiser la société en fonction des critères de justice, de répartition, qu'en fonction d'une concurrence internationale, économique internationale. Voilà. Et donc la mondialisation dans laquelle la France est entrée sans anticipation, quasiment aveuglément. Enfin, et l'essoufflement de la croissance économique américaine et l'augmentation du chômage en Europe, les déséquilibres commerciaux et l'inflation ont mis sur le devant de la scène les déficits budgétaires, les déficits de la sécurité sociale. Et le procès va être fait à la sécurité sociale d'être en partie responsable de problèmes économique. Le budget social serait trop fort en comparaison avec les autres pays avec lesquels nous étions en concurrence par rapport à eux. Et donc, c'est vraiment un handicap majeur pour l'économie française. C'est aussi le moment où revient sur le devant de la scène des notions comme la responsabilisation individuelle, que l'on va retrouver d'ailleurs par la suite dans certaines politiques d'aide aux pauvres. Et très très vite, on va voir comment on va aboutir à des politiques restrictives qui vont s'imposer de fait, alors sans débat, et je souligne vraiment, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que ce que l'on appelle l'assurance, par exemple, maladie obligatoire, qui est celle de la sécurité sociale, va peu à peu se réduire au profit de protections complémentaires qui vont être source d'inégalités profondes. Alors, pour que vous compreniez bien, parce que si vous ne connaissez pas ce secteur, ce que l'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire pour l'assuré, qu'est-ce qui lui reste à payer quand il est remboursé pour la sécurité sociale. Pour les soins courants, je ne parle pas pour les grosses opérations, etc., où là, la sécurité sociale prend bien en charge. Mais pour les soins courants, le reste à charge pour l'assuré est autour de 50%. Et c'est là où les inégalités vont être très, très fortes, c'est-à-dire que la nécessité d'avoir une complémentaire devient quasiment absolue.
Or, il y a en France plus de 7% de la population française qui est sans complémentaire, ce qui, de fait, revient, si vous voulez, à une fermeture, à l'interdiction d'accéder aux soins. Ça, c'est un premier point qui me paraît essentiel. Et le deuxième point, c'est que les directives européennes, dans les années 80, ont refusé un statut spécifique aux mutuelles, aux vraies mutuelles. Je ne parle pas des mutuelles des assureurs privés comme MAM, AXA, etc. Non. Les vraies mutuelles leur ont été refusé un statut spécifique et de fait, on a soumis ces mutuelles à la libre concurrence, on les a assimilées à des assureurs privés et on les a jetées ainsi dans le grand marché des assureurs privés qui, vu leur puissance économique, emportent des parts de marché toujours plus importantes par rapport aux mutuelles. Donc on est là, on le voit bien, la santé par exemple, mais c'est le même cas pour la retraite, sont, j'allais dire, pénétrés par la logique purement économiciste et rentrent dans la question de... Ça devient un bien économique de marché. Un autre trait frappant depuis les années 70, dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la mondialisation dont je parlais, c'est l'absence totale de débat doctrinal sur les nécessaires réformes qui devraient être apportées au système de protection sociale. Larocque disait la sécurité sociale doit s'adapter aux évolutions de la société, que ces évolutions soient économiques, sociales. Il disait même que ça doit être une construction, une institution en construction permanente. Or, le refus, on a fait le refus du débat doctrinal va ouvrir la porte à une double délégitimation. Et la première dont je vais vous parler maintenant, c'est la délégitimation du politique, dont l'impuissance va s'accroître au fur et à mesure que l'on va s'éloigner d'un horizon de justice sociale. Et je ne prendrai qu'un exemple pour appuyer ça, c'est la question du déficit. Cette question du déficit de la sécurité sociale, elle apparaît très vite, mais elle sera très vite esquivée. Et d'abord, avant les années 70, on va la traiter avec ce que l'on appelait des remèdes de fortune, c'est-à-dire qu'on va faire des transferts d'une caisse à l'autre. Par exemple, la caisse des allocations familiales, pendant un moment, a été assez riche, donc on lui prenait de l'argent et on le mettait à la caisse de maladie. Remèdes de fortune. Et après, quand ces remèdes de fortune sont révélés insuffisants, la question du déficit, et je mets bien l'accent là-dessus parce qu'il me semble que c'est extrêmement important au niveau politique, la question du déficit va devenir l'objet quasi unique des débats, mais en symbolisant, c'est ça qui me paraît, le problème de la Sécu, c'est-à-dire la Sécu, c'est le trou. Cette approche tend à figer les termes dans un économicisme vraiment terrible. Et les gouvernements successifs vont répondre par une série de plans dits de mesures de maîtrise des dépenses qui tous vont dans le même sens, c'est la réduction de la prise en charge par l'assurance solidaire. Il y a une véritable allergie à la hausse des prélèvements obligatoires. Vous savez, toute cotisation est vraiment maintenue dans des taux. Et on a donc augmenté le ticket modérateur à la charge du patient. On a créé de différents forfaits, des franchises, et donc on a diminué les remboursements. Et au prétexte d'une responsabilisation des patients, il y a eu une accumulation continue de mesures complètement hétéroclites qui ont visé à transférer, si vous voulez, d'un secteur à l'autre, une partie du poids croissant des dépenses. Voilà. Donc, je crois que c'est extrêmement important de voir que ce refus du débat doctrinal a amené à une sorte d'impuissance politique, d'élégitimation politique.
Et je voudrais terminer en soulignant la seconde délégitimation que j'ai annoncée. Il s'agit, me semble-t-il, de la perte de crédit de l'institution aux yeux des bénéficiaires. L'attachement qu'ils manifestent envers la sécurité sociale, toutes les enquêtes le montrent, les Français sont attachés à la sécurité sociale, certes, mais ça ne doit pas faire illusion. Ils sont attachés à quoi? Ils sont attachés à une institution qui est de plus en plus perçue comme un organisme payeur, comme une sorte de banquier anonyme, c'est-à-dire qu'ils en ont une représentation instrumentale, me semble-t-il, qui cohabite avec un désintérêt croissant et je dirais une méconnaissance forte de son mode de financement et fondamentalement une ignorance de sa logique de solidarité. Il n'y a jamais eu, je crois, une véritable appropriation individuelle et collective de cette institution. Et l'étroite logique de l'intérêt individuel, c'est mon choix, c'est mon droit, vous connaissez ces expressions qui font florès depuis un certain temps, tend à se substituer, me semble-t-il, progressivement à un sentiment d'appartenance collective, à un esprit de véritable mutualité. Et l'émergence en son sein d'une logique concurrentielle avec les assureurs privés tend à rabattre la figure de l'assuré solidaire sur celle d'un consommateur. Cette logique menace de faire du bien santé un produit que l'on soumet à la logique du marché. Et je voudrais, pour illustrer cette idée, vous lire quelque chose qui, chaque fois, me fait froid dans le dos. Vous connaissez MMA, l'assureur privé MMA, qui a lancé, il y a quelques années, une formule qu'il a un peu appelée « formule santé double effet ». Et voilà comment il la lance. Il dit jusqu'à 50% d'économie et 100% bien assuré. La formule double effet, c'est l'assurance qu'en fin d'année, MMA vous restitue jusqu'à la moitié de ce que vous avez versé, tout en restant assuré de manière optimale. Donc, on voit bien comment là, la solidarité, je veux dire horizontale, entre les bien portants et les malades est complètement absente. La responsabilité individuelle s'exercerait dans cette logique désormais dans la mise en concurrence des offres complémentaires. C'est-à-dire qu'on assiste, me semble-t-il, à une sorte de responsabilité civique rétrogradée à la logique d'intérêt d'un consommateur. Autant dire que le troc de la figure de l'assuré solidaire contre celle d'un consommateur soucieux de ses seuls intérêts, selon moi, signerait l'échec de la citoyenneté. Je disais, j'avais donné l'exemple d'un assureur privé qui vantait ces formules. Si vous n'utilisez pas, si vous n'êtes pas malade dans l'année, eh bien on vous rembourse 50% de ce que vous avez investi. Donc je disais qu'évidemment on était très très loin de toute forme de solidarité et qu'on voyait comment la santé, la retraite, tout ça ont glissé dans la logique du marché. Alors, comment expliquer ça? Bon, il y a énormément de raisons à cette dérive, mais moi, je voudrais revenir rapidement à deux grands acteurs de la sécurité sociale qui ont mis l'accent sur quelque chose qui me paraît important. Paul Durand, qui était un juriste de droit social, qui a dirigé la revue Droit social pendant longtemps, et Pierre Laroque, donc, qui est donné comme le fondateur de la Sécu. Alors, Paul Durand, dans un article écrit en 1949, c'est-à-dire vraiment au moment même où on instaurait la sécurité sociale, il intitule son article, là c'est Exploration
d'une terre inconnue, la sécurité sociale. Et il pose un certain nombre de questions qui me paraissent extrêmement intéressantes, comme si elles anticipaient, enfin, comme s'il y avait la prémonition de problèmes que nous allons connaître. Il dit, la sécurité sociale ne se révélera-t-elle pas comme le plus actif ferment de transformation dans la structure de la vie de la société, de la vie en société? Comment réagiront à son contact nos différentes institutions, dont la famille? Quel sera le destin de la profession médicale? La sécurité sociale. Ah ben, j'ai pas entendu. La sécurité Jean-Noël, sociale est-ce que tu peux couper le micro de Jean-Noël, s'il te plaît, Clément, pardon. ne modifiera-t-elle pas à la longue le comportement humain? Ça, je crois que c'est une question centrale. Libéré de l'angoisse du risque, l'individu participera-t-il à la vie sociale avec plus de hardiesse dans la conception, plus d'énergie dans l'action, ou bien l'instinct de sécurité accélérera-t-il le vieillissement d'une civilisation? Alors, quant à Pierre Laroque, très tôt, il soulignera la nécessité absolue de répondre à l'insécurité à la fois par le droit social donc, et l'éducation. Un couple indissociable, vecteur complémentaire du progrès social. Alors pourquoi? Parce que si le droit permet de passer d'un rapport de force à des accords de droit, justement, librement consentis, eh bien, ce droit révèle très vite ses limites. Pourquoi? Parce que le droit ne peut pas à lui seul transformer la réalité sociale, car ces avancées peuvent être compromises, entravées par la méconnaissance et l'ignorance de ceux auxquels il s'applique. D'où, disait-il, la nécessité d'expliquer, de débattre, d'éduquer. Trois impératifs qui conditionnent le succès, selon lui, de toute réforme. Les progrès législatifs, disait-il, ne sont pas effectifs, ne peuvent pas devenir effectifs s'ils ne s'accompagnent pas parallèlement d'une évolution des représentations, des mœurs, c'est-à-dire d'une conscience des règles de la collectivité et de l'interdépendance qu'elle suppose. Donc, il faisait de ce qu'il appelle l'éducation à la solidarité une obligation civique. Et pour lui, si vous voulez, ne pas expliquer la logique de l'institution de protection, c'était aller vers l'échec. Et d'ailleurs, dès 1960, il constate l'échec et il écrit un texte dans la revue Droit social dans lequel il dit « Les assurés sociaux entrent dans une caisse de sécurité sociale comme ils entrent dans une banque ou dans un bureau de poste ». C'est-à-dire que vraiment, l'absence de cette conscience, de cette institution particulière, fait qu'on l'aperçoit, comme je le disais en introduction d'ailleurs, seulement on a seulement une représentation instrumentale. Et il disait qu'une réception passive et ignorante des bénéfices, des avancées de la législation vers plus de solidarité ne peut aboutir à terme, si justement ce n'est pas conscient, ne peut aboutir à terme qu'à des résistances, par exemple, les cotisations sont trop chères, on ne va pas les augmenter, etc., soit à un individualisme accru, l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est mon droit et je ne m'occupe pas du reste. Dans une situation donc, où le sens des solidarités fait défaut, disait-il, seules les contraintes sont dénoncées et font débat. Voilà. Se développe alors l'attachement à un droit pensé comme un dû personnel, dans une méconnaissance totale des principes de solidarité
qui présidaient à l'institution. Voilà. Alors, je ne dis pas du tout que la sécurité sociale n'est pas, comment dire, qu'elle est finie, pas du tout. Mais malheureusement, il y a déjà tous ces signes. Donc, si vous voulez, on s'arrête là. J'avais prévu, parce que je crois que Loïc Damé m'avait dit que ça pouvait vous intéresser, de présenter rapidement comment l'assistance a changé de fonction durant ces 3 moments. Mais c'est vous qui voyez. Voilà. Effectivement, ça aurait été intéressant, mais on va passer à une autre étape. Donc, je vais laisser Simon Fouquet poser des questions et puis vous pourrez lui répondre. Merci et merci beaucoup pour cette présentation, malgré le petit épisode. Et merci à Télémac et à toute l'équipe de me permettre de vous poser des questions aujourd'hui, de vous entendre, parce que je vais réagir principalement par rapport à votre ouvrage et aux remarques que vous avez faites, mais c'est une perspective qui est très intéressante et très précieuse pour moi en particulier, enfin très précieuse en général, parce qu'en effet, je partage votre diagnostic de ce que vous appelez une représentation instrumentale de l'institution. Et c'est de fait quelque chose qui touche aussi beaucoup le droit du travail, à peu près dans la même périodisation que celle que vous avez retracée ici. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et c'est précisément sur cette perspective politique que je voulais commencer à engager la discussion, qui était que je trouve cette perspective politique est en effet très intéressante et très précieuse, et en particulier parce que vous mettez ça en regard, ce que vous avez dit, vous avez rappelé ça au début de votre intervention, en disant que la question de la protection, vous vous intéressiez à ce que ça disait sur la démocratie, justement. Et du coup, justement, alors, ce que je vais dire vient de certainement la perspective disciplinaire qui est la mienne, c'est-à-dire de philosophie politique. Mais en gros, en vous lisant et en vous écoutant aujourd'hui, j'ai eu l'impression, en partie au moins, qu'il y avait dans votre manière d'utiliser le mot politique et votre manière d'utiliser le mot État une sorte d'équivalence qui s'installait entre les deux. Et que voilà, vous avez insisté sur le fait que le rôle de l'État changeait, s'étendait, etc. Or, il se trouve que dans mes travaux à moi, et aussi peut-être en 45, au moment de la mise en place de la sécurité sociale, il me semble qu'il n'y a pas seulement un débat entre est-ce que le politique doit intervenir ou pas, c'est-à-dire que le débat n'est pas seulement en termes des frontières du libéralisme, hein, si on peut dire ainsi, mais qu'il y a un débat peut-être à creuser sur la notion même de démocratie qui est employée. Et du coup, il me semble, mais ça, il y a des pages dans votre ouvrage où vous en parlez. Et en fait, est-ce que justement, il n'y a pas, en plus des facteurs d'ambiguïté que vous pointez dans votre livre, est-ce qu'il n'y a pas deux conceptions différentes de la démocratie qui s'opposent à cette époque? Une démocratie qui resterait centrée sur l'État et son rôle, ce que vous avez l'air d'appeler de vos voeux d'une certaine manière, et une conception alternative de la démocratie, plus démocratie sociale pour le coup, qui donnerait aux partenaires sociaux une autonomie beaucoup plus grande. Et du coup, ça, j'ai l'impression que cette opposition-là entre ces deux sens de la démocratie, c'est quelque chose qui a une profondeur historique à peu près dans la périodisation que vous donnez. C'est-à-dire c'est quelque chose qui, avec la naissance du droit du travail et cette question de l'assistance qui se développe, on voit apparaître ça. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi une opposition entre deux sens de la démocratie là-dedans? Donc ça, c'est ma première question. Peut-être que, comme vous voulez, si vous voulez que je vous laisse y répondre tout de suite, ou sinon je continue. Je vais essayer peut-être d'y répondre. Alors, je ne sais pas s'il y a deux conceptions différentes de la démocratie, mais quand vous employez démocratie sociale, c'est très intéressant parce que dans le préambule de la Constitution de 1946, justement, ce qui est dit, c'est qu'on doit compléter la démocratie politique classique par une démocratie économique et sociale. Et c'est ce qu'a essayé de faire Larocque, par exemple, au niveau de la sécurité sociale, c'est par l'attribution aux syndicats de la gestion des caisses.
La démocratie sociale, bon, elle a été perçue de différentes façons, mais là, dans le cas que moi je connais un peu, la question c'était, il ne faut pas que ça soit justement une institution d'État. Vous savez que la sécurité sociale elle a un statut privé, mais fonction de service public. Et pour que ça ne soit pas une institution d'État sous la coupe des ça, deux choses que la ROC a vues très très vite. Au niveau du financement, il faut que le budget soit séparé du budget de l'État parce qu'il disait, si c'est le même budget que l'État, il va très très vite, le budget de la sécurité sociale deviendra très rapidement une variable d'ajustement, c'est-à-dire que quand il y aura un problème, l'État va se servir. On voit bien à l'heure actuelle, depuis un certain temps d'ailleurs, comment l'État utilise la sécurité sociale. Par exemple, il ne rembourse pas ce qu'il devrait rembourser à la sécurité sociale, à savoir les exemptions de cotisations sociales patronales. C'est un exemple. Donc, la ROC avait bien vu ça. Donc, et d'autre part, là, pour que ça ne soit pas une institution étatique, il faut que la gestion des caisses soit aux mains des utilisateurs, des représentants des utilisateurs eux-mêmes. Et il s'est énormément battu parce que c'était quelque chose qui ne plaisait pas du tout à l'époque. Et il a fait un deal avec les syndicats en leur disant, bon, vous prenez la gestion des caisses et vous éduquez la population à la solidarité. Il y avait toujours chez lui cette idée fondamentale que si le monde du travail ne comprenait pas ce qui était en train de se jouer, on irait très vite vers un problème majeur. Et donc, la démocratie sociale, c'était ça. Les caisses, elles ont été gérées au début par alors avec des problèmes énormes. Et un qui est très particulier à la France, c'est que le syndicalisme français, par rapport à d'autres syndicalismes européens, je pense à l'allemand par exemple, le syndicalisme français depuis sa naissance est faible et fragmenté, très faible et très fragmenté. Et donc, si vous voulez, très très vite, il y a eu d'énormes conflits entre les différents syndicats qui font que même si ils sont encore, c'est plus eux qui les gèrent, disons maintenant, mais même s'ils sont encore représentés, ils ont été complètement marginalisés. Voilà. Bon, il y a d'autres raisons. Et Larocque disait, il faut absolument que les représentants du monde du travail comprennent que cette institution, c'est l'institution de leur propre sécurité. Et c'est ça qu'il entendait, lui, par démocratie sociale. Oui, du coup, je rebondis sur ce que vous dites. Déjà, une remarque qui m'était venue aussi au moment de la lecture de votre ouvrage et que vous faites vous ici, qui est que enfin, dans les facteurs qui ont amené à une sorte de dévoiement du projet de la sécurité sociale, vous dites que la pluralité des caisses, c'est un facteur très important. Et il me semble que du coup, il y aurait une analogie à faire avec le pluralisme syndical que vous évoquez justement ici, qui est que en fait, ça pose un peu le même type de problème, quoi. C'est-à-dire une sorte de catégorie, enfin, ça maintient des intérêts catégoriels, quoi. Mais au-delà de cette remarque, je rebondis aussi là-dessus, c'est sur l'idée que, est-ce que justement le fait que, si on peut parler ainsi, mais est-ce qu'il n'y a pas une étatisation progressive qui a été faite du système qui, justement, est responsable de ce rapport instrumental des citoyens à la sécurité sociale? Je veux dire, là, je pense aussi à ce que vous avez dit en fin d'intervention et dans votre ouvrage, quand vous disiez le droit ne peut pas à lui seul faire ci ou ça. Mais en fait, c'est précisément peut-être que j'aurais espoir, en tout cas, qu'il y ait un jugement plus nuancé possible et de dire que c'est ce type de droit-là qui n'est pas possible, c'est-à-dire un droit étatique pour reprendre les catégories de Gurvitch, par exemple. Vous avez tout à fait raison. L'étatisation, elle est plus que rampante à l'heure actuelle. Je veux dire, c'est évident. Enfin, déjà, la loi de financement chaque année de la sécurité sociale est débattue, je dis entre guillemets, parce que c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez suivi ce pseudo-débat sur la loi de financement au Parlement chaque année, mais c'est rien du tout, quoi, je veux dire. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, bien sûr, bien sûr.
Ouais, je vais peut-être vous poser une autre question qui, pour le coup, est un peu différente, mais je me suis demandé, enfin, j'ai vu aussi que vous y faisiez référence, quoique juste quelques fois, en lisant votre ouvrage, si vous, enfin, comment vous vous situeriez par rapport aux travaux de François Ewald, quoi. J'y ai pensé directement, et à son ouvrage sur l'État-providence, qui me paraît, en fait, la raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que il me semble qu'il y a des divergences et des convergences avec votre projet. Vous mettez beaucoup plus l'accent sur la dimension politique, évidemment, ce qui est un peu absent chez Eval, qui lui a une dimension plus, je sais pas, épistémologique, disons. Mais par ailleurs, vous le citez rarement, mais quand vous le citez, on a l'impression que vous reprenez aussi un certain nombre d'acquis de ces travaux. Du coup, je voulais vous demander comment vous vous situeriez par Alors, rapport à ça. bon, j'ai lu Evald quand le bouquin est sorti et j'avoue que pour moi, ça a été un bouquin important. Un bouquin important parce que tout le travail qu'il fait autour de la loi de 1898, qui est la loi sur les accidents de travail, hein, où il y a une inversion, puisque là, c'est au patron de faire la démonstration que c'est l'ouvrier qui est responsable, enfin, et inversement à ce qui s'est passé avant. Donc, si vous voulez, l'ouvrier n'est plus obligé justement de faire. Donc, ça a été un bouquin, je crois, tout à fait très, très important à ce niveau-là. Après, j'avoue que je suis incapable à l'heure actuelle de dire davantage de ce livre que je n'ai pas relu entre-temps d'ailleurs. Mais Oui, non, mais ce que vous disiez sur le fait que la dimension politique était moins, c'était pas le même axe que le mien, je crois que vous avez raison. oui, et je vais vous poser aussi la question avec à l'arrière-fond de ma tête, le fait que pour moi aussi, ça a été une lecture importante et que j'ai l'impression que justement, par rapport à la perspective qui est la vôtre, de vouloir avoir une perspective politique sur la sécurité sociale, j'ai l'impression précisément que dans son traitement du droit du travail, pour le coup, il le rabat complètement à des questions qui sont pas suffisamment politiques, justement. Mais du coup, Ouais, je peux passer à une autre question avant de éventuellement laisser la parole bien sûr. à tout le monde, qui était que il se trouve que j'ai lu aujourd'hui une recension de votre ouvrage qui émettait une remarque à la fin en disant que vous essentialiseriez, je reprends son terme, la sécurité sociale pour la défendre. Alors, c'était une critique bienveillante, hein, je veux dire. Et du coup, je me suis dit que peut-être que le moment de la libération endosse une importance énorme dans votre propos. Et je me demande si justement, il ne faudrait pas en fait faire une histoire conjointe, enfin, complémenter ce que vous dites d'avant, pour bien faire ressortir le projet politique de la sécurité sociale, envisager un projet un peu plus global du droit social, un projet politique du droit social dans son ensemble. Et il me semble que du coup, ce que vous dites de ce projet politique de la sécurité sociale pourrait être vraiment complété par une mise en valeur du projet politique du droit du travail précisément enfin, et quand je parle de complémentarité, c'est que du coup, ça permettrait peut-être de aussi casser la réduction de la sécurité sociale juste au statut du travailleur. Et du coup, je me suis demandé si vous aviez envisagé cette complémentarité-là. Alors, bon, quand j'ai commencé à travailler, j'ai d'abord commencé à travailler sur l'assistance et puis après, j'ai fait un livre sur le droit du travail. Vous le savez, non? Je l'ignorais, je vous avoue. C'est bien. Non, non, je ne vends pas ma marchandise, mais je pense que ça s'appelle De l'État social à l'État des droits de l'homme, point d'interrogation. Et j'ai commencé par travailler sur l'évolution du droit du travail, justement, et D'accord, ses transformations. Non, mais je vous le dis parce que bien sûr. si vous avez jeté un coup d'œil. Euh, mais, et puis après, j'ai fait la sécurité sociale, c'est-à-dire les deux grands piliers de l'État social. Vous avez tout à fait raison, tout à fait raison. En revanche, bon, moi là, je suis en train de retravailler effectivement sur la période de 45 et je pense que je suis en train de voir des choses que je n'avais pas vues. Ce qui est normal, la recherche. Bon. Par exemple, je crois que je vois davantage maintenant
que très, très vite, mais très, très vite, dès 46-47, les grands principes sont bafoués. Et que, en fait, paradoxalement, on va s'attacher, la société s'attachera, et elle a raison, aux transformations positives que comporte la sécurité sociale, mais en même temps, on ne voit pas, si vous voulez, que s'ouvre une autre direction vers ce que j'appelais l'instrumentalisation, enfin, etc. Et ça, c'est, par rapport à ce que j'ai écrit sur 45, c'est quelque chose que je suis en train de... D'accord. Une toute dernière remarque qui, pour le coup, n'est pas vraiment une question, mais vu que vous l'avez mentionné, je reviens dessus, qui est cette critique que vous faites et que je partage pleinement de la réduction des droits sociaux aux droits humains ou aux droits de l'homme. Vous critiquez cette réduction en disant que ça emporte d'une certaine manière une logique individualisante dans le domaine des droits sociaux alors que le droit social se construisait justement contre ça. Et voilà, moi, j'ai essayé d'écrire un article récemment à ce sujet aussi qui se centrait, pour le coup, ça complète ce que vous dites, mais qui se centrait sur le fait qu'il y avait aussi des conflits dans la jurisprudence, notamment européenne, justement, entre les droits sociaux et les droits économiques, du fait de cette élévation des droits sociaux au rang de droits humains. Donc, ça produisait des effets Vous me paradoxaux. donnerez votre article? Ben, avec plaisir, oui. Avec plaisir. Et là, vous pouvez regarder mon bouquin. Là, je ne sais pas si vous voyez. Oui, sur les droits humains. Voilà, au pur. Et c'est la transformation justement des droits sociaux en droits humains. Merci. Alors, Merci beaucoup. Merci à vous. du coup, Simon, si tu avais fini sur tes questions, c'est ça? Oui, oui. Dans la lancée directe de la question de Simon aussi, par rapport à l'enregistrement, moi, je suis très intéressé, juste pour rebondir directement là-dessus et puis ensuite me taire. J'ai déjà beaucoup trop parlé ce soir. Mais donc, sur deux questions très... Moi, c'est cette question de la démocratie sociale. En fait, c'est comme donc Simon vous a demandé par rapport au livre de François Eval, moi, je pense que plusieurs personnes aussi dans l'auditoire seraient intéressées de savoir comment vous vous situez par rapport aux travaux de Bernard Friot, et notamment puisque vous nous avez indiqué du coup dans l'entracte de la séance provoquée par ce piratage pendant que la salle se remplissait, que vous aviez étudié avec Robert Castel, et je sais que Robert Friot, enfin que Robert Castel a été dans le jury d'HDR de Bernard Friot et qu'ils ont échangé. Il me semble que, alors je sais que Bernard Friot a des critiques à faire au entourage de Castel, mais je pense des critiques bienveillantes. Et il y a quand même une sorte de continuité, notamment sur cette question du revenu inconditionnel qui nous intéresse aussi dans le cadre de ce séminaire. Voilà, il y a une sorte de position commune, et c'est que cet enjeu de la démocratie sociale et de la gestion de la sécurité sociale par les intéressés, c'est quelque chose que, à ma connaissance, moi, je n'ai jamais entendu que Bernard Friot et le mouvement qu'il a lancé au moment de la réforme des retraites porté politiquement. Donc, je me demandais effectivement si voilà, par rapport à ça. Et l'autre chose, c'est par rapport à l'échange que vous venez d'avoir avec Simon, et aussi par rapport à l'offre que vous nous avez faite un peu à la fin de votre présentation sur cette question de l'assistance, parce que notamment par rapport à la séance précédente du séminaire, où nous avons reçu Frédéric Viguier, qui est venu nous présenter son ouvrage La cause des pauvres en France, dans lequel alors il y a deux choses par rapport à la question sur l'assistance. Il rapporte notamment des analyses de Larocque sur le fait il reprend sur le fait que le projet de 45, ayant oublié le logement et le chômage, avait laissé des pans béants qui ensuite ont vicié le projet. Mais en même temps, on sent que c'est un ouvrage, et dans sa présentation, M. Viguier est beaucoup revenu dessus, on sent que M. Viguier était venu en nous expliquant que lui, il avait commencé son travail dans le contexte des grèves de 95-96, de la publication de l'ouvrage de Castel sur la question sociale, les métamorphoses de la question sociale, et en parallèle de l'ouvrage de Rosan Vallon avec cette nouvelle question sociale pas de l'assistance mais de la solidarité. Et il avait commencé son travail sur cette question de l'émergence de la cause des pauvres d'une façon assez critique, justement en voyant cette question
de l'assistance ou dans cette question de l'assistance, de la solidarité, plutôt un retour des questions d'assistance contre le projet de 45. Et en fait, c'est en travaillant notamment sur ATD Carmonde et sur les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui avaient et la deuxième gauche en fait, qu'il a vu que enfin, son livre apparaît un peu comme ça, comme un sort de remise en question de ce récit d'une attaque par la question de la pauvreté, pour voir qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui dénonçaient honnêtement des problèmes qui étaient vraiment là, qui ont éventuellement été instrumentalisés, mais qui portaient quand même aussi des préoccupations légitimes, et que si on veut réanimer quelque chose comme le projet de 45, il faudra arriver à trouver une façon d'intégrer ces préoccupations aussi. Donc voilà, c'est un ensemble de questions, voilà, comme vous avez proposé, de voir la modification de l'assistance, de la vision de l'assistance dans ces 3 périodes que vous nous avez dressées. Vous voulez que j'en dise 2 mots là ou pas? Oui, je vais être rapide. Oui, l'assistance, c'est extrêmement intéressant, si vous voulez, parce que c'est toujours, enfin moi, c'est ce qui m'avait intéressé au début, c'est toujours un mode d'intervention qui a été stigmatisé, parce que stigmatisant, enfin bon, il y a tous les discours. Mais selon les moments, elle joue un rôle très, très positif, je trouve. Et alors, sous la Troisième République, je pense que les 3 lois d'assistance que j'ai énoncées tout à l'heure sont vraiment le fondement de l'État social, c'est-à-dire que pour la première fois, l'État s'oblige vis-à-vis de telle et telle catégorie, etc. Bon. Et il y a, je crois que quand j'ai parlé de solidarité, d'appartenance, c'était ça, c'est-à-dire qu'elle permet à des catégories, je veux dire à des malades, à des vieillards, etc., d'être aidés, soignés, etc. Et donc, si vous voulez, c'est l'assistance sous la Troisième République, me semble-t-il, est pensée comme un mode de régulation qui prolonge la problématique des droits et des devoirs. Vraiment, pensée au moment de la Révolution. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, et qu'elle va permettre cette solidarité comment dire, oui, d'appartenance, je sais pas d'autres termes, qui permet d'intégrer, d'intégrer, de garder des personnes. Et alors, quand la sécurité sociale est née, c'est très intéressant parce qu'il y avait l'idée que la sécurité sociale allait exterminer d'une certaine façon l'assistance, c'est-à-dire qu'on n'en aurait plus besoin. Très, très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Et Larocque avait fait une proposition qui n'a jamais été retenue, c'était d'intégrer l'assistance dans le système de sécurité sociale, alors que ce sont 2 organismes séparés, 2 budgets séparés, etc., justement pour éviter la stigmatisation, pour que ce soit une protection de l'ensemble de la société. Bon, ça n'a pas été accepté, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'assistance au début des 30 Glorieuses, elle a été un élément qui a permis à des catégories très très faibles d'accéder par exemple aux soins. Par exemple, les manœuvres, c'est-à-dire les gens de la classe ouvrière, le bas de la classe ouvrière avec des salaires très très bas, ne pouvaient pas payer, par exemple, le prix de journée dans un hôpital qui, à cause de la sécurité sociale, je dis à cause, ça, c'est très vite multiplié par je ne sais combien, je n'ai pas les chiffres là, mais parce que la sécurité sociale, elle a donné au domaine médical une ampleur extraordinaire. Et on a créé une catégorie assez étonnante d'assurés assistés, c'est-à-dire de gens qui étaient assurés à la sécurité sociale parce qu'ils travaillaient, mais ils bénéficiaient en même temps de l'assistance médicale gratuite pour l'accès à l'hôpital et à des soins dont ils ne pouvaient pas, eux, payer le reste à charge. Vous voyez, c'est quand même assez étonnant, quoi, la catégorie d'assurés assistés. Bon. Et puis alors, la dernière période avec, à partir des années 70-80, là, l'assistance, il me semble que l'assistance devient non plus une solidarité
principe d'organisation politique de l'ensemble de la société, mais une solidarité secours, comme disait Borgetto, c'est-à-dire au nom de la solidarité, on aide telle et telle catégorie. Mais il me semble que c'est vraiment, on ne raisonne plus sur des inégalités sociales, on commence à raisonner sur des pauvres, des catégories, et avec des mesures particulières, et l'assistance, là, prend une toute autre fonction, et ça sera à la fois, ça sera certainement le moment où elle sera le plus décriée, le plus critiquée. Je ne sais pas si ça répond à... En partie à la deuxième question, mais sur Bernard Friot peut-être, mais bon, Alors, sur Bernard Friot, si je n'ai pas répondu, c'est parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la théorie de Bernard Friot sur le salariat, etc. Voilà, je n'ai rien contre, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris, et je pense même que je n'ai pas compris. Bien, donc on va passer aux autres questions. Donc je vous laisse mettre dans le chat si vous avez des questions ou lever la main. La première question pour Odile. Bonjour, Bonjour. vous m'entendez? Oui, Oui, alors moi je suis Odile Merclin, donc j'ai vraiment été passionnée par votre livre sur la sécurité sociale. je vous remercie. J'ai une question parce que moi, pour moi, tout le débat sur les modalités du financement de la sécurité sociale m'a paru être extrêmement complexe. Et comme à un moment, un tout petit peu, vous avez abordé la question des comparaisons internationales et vous dites finalement que la place de la fiscalité en France est restée assez faible comparativement à d'autres pays. Et vous semblez dire que c'était les cotisations, enfin les cotisations avaient une place beaucoup plus importante que dans les autres pays. Voilà, donc, et j'aurais voulu quand même avoir un peu des éclaircissements parce que vous avez des positions qui semblent aller plutôt dans le sens d'une fiscalisation. Et je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous parlez de la dualisation du système. Donc, forcément, moi, je le comprends en disant, il y a une question de prestations qui qui sont attribuées sans nécessairement qu'il y ait eu des cotisations avant. Donc, est-ce que cela a existé après 45 et est-ce que après les années 80, l'évolution de la dualisation, finalement, est-ce qu'on n'a pas tendu à reléguer vers le domaine de l'assistance ces prestations-là? Voilà, et comment, parce que quelque part, voilà, j'ai eu l'impression que par rapport à l'ensemble des débats qui ont lieu en ce moment sur ces questions, vous n'étiez pas très attaché à l'idée d'un financement par le biais de la cotisation. Voilà. Merci, madame. Alors, la question de la cotisation, c'est la question centrale qui se pose en 1945. Je crois avoir dit rapidement tout à l'heure que la ROC, vraiment, la ROC qui était à Londres au moment de la guerre avec De Gaulle et qui donc a connu le rapport Beveridge dès qu'il est sorti. Et immédiatement, il a mis l'accent sur la question du financement, puisque au niveau anglais, c'était surtout un financement étatique, etc. Et lui, dès qu'il est rentré en France, il a dit, pour la France, il ne faut surtout pas ce type de financement. Pour que la démocratie sociale ait du sens, pour que le monde du travail s'attribue vraiment cette institution, l'institution de la sécurité, il faut qu'il la finance en grande partie. Bon, n'oublions pas que c'était le moment de plein emploi et que donc, si vous voulez, le problème des cotisations a pu aller jusqu'à 90%, quoi. C'est-à-dire que les apports extérieurs, pendant très longtemps, ont été très, très minces. Mais maintenant, nous en sommes, je crois, à 60% de cotisation du financement. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un chômage massif, parce que la dynamique économique a totalement changé, et donc
Larocque disait on ne peut pas rester sur les cotisations, ce qui paraît logique, enfin, je veux dire. Alors, il s'était lui-même rangé, d'ailleurs, il avait accepté l'idée de la CSG, qu'il aurait voulu progressive et pas proportionnelle pour qu'elle soit un peu plus juste. Bon, la question du financement, c'est une question terrible. Terrible, c'est le nez de la guerre. Bon, ce que je peux simplement dire, c'est que là encore, quand on regarde, un jour, j'avais jeté un coup d'œil. Bon, moi, j'ai énormément de problèmes avec les chiffres, tout ça, mais j'avais jeté un coup d'œil au rapport du Haut Conseil de financement de la sécurité sociale. C'est un patchwork. Le financement de la sécurité sociale à l'heure actuelle, et ça depuis 20 ou 30 ans, c'est un véritable patchwork. C'est incroyable. Il y a des taxes, on en enlève, on en remet. Enfin, voilà. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il y a un peu plus de 50% de cotisation et le reste, vous avez la CSG, mais vous avez un tas de taxes et d'impôts qu'on n'imagine pas a priori. Voilà. Et bon, le Haut Conseil au financement a toujours dit qu'il faudrait mettre de l'ordre, qu'il faudrait rendre ça beaucoup plus… d'abord que ça devienne un débat, un objet de débat, et remettre de l'ordre, que ça serait certainement plus efficace. Je ne sais pas où ça en est maintenant, je n'ai pas suivi ces débats-là, mais… Alors, ce n'est pas que je sois pour l'un ou l'autre. Je pense qu'on ne peut pas voir la question du financement indépendamment des dynamiques économiques et sociales. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut parler, mais moi, j'ai eu l'impression que la fiscalité était nécessaire. La CSG, tout ce que vous dites, tout ça, c'est très vrai. Mais néanmoins, à un moment donné, on a utilisé cette fiscalisation pour complètement éliminer la cotisation. Moi, je le perçois comme ça. Hein. Et sans qu'il y ait de nécessité sur le plan forcément de l'économie. D'accord, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, moi, je vais vous poser une question dans la continuité, puisque personne d'autre ne se propose. Donc, effectivement, vous mettez en avant un double système de financement, à la fois par les cotisations et par l'impôt. Et donc, on se retrouve un petit peu dans un entre-deux, hein, dans un mélange de financement, et on ne sait pas trop où on va. Vous avez aussi dit que, c'est dans vos articles, hein, que la CMU est un nouvel avatar de la segmentation de la protection sociale en multiples statuts. C'est-à-dire qu'il y a des différentes prestations qui s'ajoutent les unes aux autres, et le périmètre de la protection sociale s'élargit sans cesse à de nouvelles catégories. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de protection sociale, mais sous différentes formes. Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que donc, le futur de la protection sociale, c'est le titre de notre séminaire, et je me demande est-ce que, avec donc, ces différents éléments, on va vers une cohérence du financement et du périmètre, et donc on irait vers un revenu universel, ou est-ce qu'on va au contraire dans le sens inverse, c'est que le système va complètement se déliter, avec une diversité de protection et finalement un système incohérent. Voilà, je voulais avoir un petit peu votre avis sur ça. Oui, alors, je ne sais pas vous répondre parce que je ne suis pas Madame Soleil, non, je plaisante. Mais je pense qu'on est à la veille d'un Big Bang dans la sécurité, dans la protection. Alors, je pense que la pandémie et la façon dont la sécurité sociale a été utilisée et est utilisée, vous savez qu'on a chargé la sécurité sociale de dépenses dues à la pandémie qui, après tout, auraient pu revenir au budget de l'État. L'État ne rembourse de moins en moins les exonérations de cotisations, etc. Je crains personnellement, mais encore une fois, c'est comme ça, hein, je ne sais pas, je crains personnellement qu'on aille vers une prise en main de l'État, par l'État de la sécurité sociale. Alors, je ne sais pas comment,
par le budget, vous voyez, je ne sais pas comment, mais je crains ça. D'autant plus que, quand je parlais de la question de l'éducation à la solidarité, d'autant plus que où est, enfin, comment dire ça, si vous écoutez les différents candidats aux élections, personne ne parle de la sécurité sociale. Personne. Je veux dire, quand je dis que c'est une institution, une philosophie, une politique dont personne ne s'est emparé, ça me paraît. Et il n'y a pas de rapport de force. Enfin, il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas de diagnostic, une mise à plat des différents dysfonctionnements, etc., préalable à toute réforme. Il y a de temps en temps des projets de réforme qui tombent. Je ne sais pas si vous avez dû entendre parler de la Grande Sécu, par exemple, qui est ce projet, un des 4 scénarios que le Haut Conseil à l'assurance maladie a fait. C'était un des 4. Bon, dans lequel il y a des choses tout à fait intéressantes, comme dans tous les rapports, il y a des choses tout à fait intéressantes. Mais moi, je suis là où je suis extrêmement gênée, c'est que je n'ai jamais vu une réforme être précédée d'une mise à plat des problèmes, que ce soit le financement, le périmètre, etc., à partir desquels s'établit un débat et à partir desquels on pense des réformes. J'ai toujours l'impression, et le dernier exemple là me le montre, qu'on propose des réformes, mais qu'avec toujours, encore une fois, des choses intéressantes, mais que ça tombe un peu. Alors, en plus, dans le contexte préélectoral, qui n'est pas un contexte, à mes yeux, adéquat pour penser ce genre de choses, j'avoue que je sais pas, mais je suis inquiète. Je suis très inquiète. Mais je ne sais pas dans quel sens on va aller. Alors, si personne n'a de... non, Loïc, vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais, si personne n'a de questions aussi, moi, pour poursuivre sur celle-ci, en fait, parce que du coup, c'est vrai que vous craignez une reprise en main par l'État de la sécurité sociale, mais en même temps, j'ai plus les dates en tête exactes du moment où la sécurité sociale, justement, de la mise en place du paritarisme et de la fin de la gestion des caisses par les intéressés. Mais depuis, la gestion du paritarisme, mais aussi, est quand même très largement critiqué. C'est-à-dire que le paritarisme, dans les faits, c'est plutôt une gestion par les employeurs de la sécurité sociale et qui a aussi qui s'est aussi arrangé des divisions, voilà, où c'est une direction par les employeurs parce que le syndicalisme français est divisé, ce qui vient redoubler, comme le disait Simon plus tôt, la division des caisses qui n'ont pas voulu les intégrer. Et donc, c'est vrai que moi, paradoxalement, en ayant entendu, voilà aussi, je voulais vous interroger sur cette question de ce projet de grande sécu, parce que ça apparaît aussi comme paradoxalement, effectivement, un projet, un retour au projet originel du 45, si je comprends bien, c'est la suppression des caisses individuelles, et donc d'une certaine façon un retour à cet aspect-là, et en même temps, donc mais est-ce que c'est vraiment un moins de démocratie que d'enlever le pouvoir des syndicats patronaux sur la sécurité sociale? Et bon, après, c'est plus l'état de la démocratie française en général, c'est-à-dire que vu que quand les seules élections qui ont l'air de fonctionner et d'avoir un effet sont les élections présidentielles, bon, la reprise en main par l'État, ça pourrait presque être vu comme quelque chose, de façon un peu provocatrice, hein, mais comme un retour de la démocratie sur la sécurité sociale, puisque finalement le seul organe de démocratie représentative étant, alors je reviens avec toutes les limites que ça a, puisqu'évidemment on voit bien que voilà cette monarchie électorale, mais bon. Mais je comprends très bien ce que vous voulez dire et je pense être d'accord avec vous. Alors, vous parlez du paritarisme, c'est 1967. Qui est la première grande réforme, à mon avis, de bifurcation par rapport aux grands principes. Donc, vous voyez, c'est ancien, c'est... bon. Et vous avez tout à fait raison. Je veux dire, ça n'a jamais marché, enfin, ça ne marche pas. Et ça fait longtemps que l'État a repris la main. Le problème, c'est de savoir comment ce qu'il va faire. C'est ça. C'est pas le fait... Moi, ça ne me dérange pas, après tout, que ce soit l'État. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... bon. Mais si vous voulez, d'autant plus qu'en 1945, quand la gestion était aux mains, la gestion des caisses était aux mains des syndicats, c'était quand même l'État qui gardait le pouvoir de définir
les taux des cotisations, les taux des prestations, etc. Enfin, je veux dire, ce n'était pas les syndicats qui le faisaient. Donc, très, très vite, d'ailleurs, il y a eu un conflit entre ces deux capacités, ces deux pouvoirs. Hein, bon. Donc, c'est vraiment une question qu'on ne peut pas, comme ça, résoudre en 3 minutes. Je pense que c'est tout à fait. Non, le problème, c'est pourquoi faire et comment. Est-ce que c'est encore la porte ouverte au privé? Vous voyez, ce qui est déjà bien, bien entamé. Est-ce que, bon, là, c'est ça le problème. Alors, vous disiez la grande sécu, est-ce que c'est un retour en 45? Alors là, c'est intéressant parce que là, le projet de la grande sécu, ça serait que la sécu prendrait la place des complémentaires, c'est-à-dire de la partie des complémentaires. Il faut savoir qu'en 1945, c'était ça le projet. Mais comme la mutualité a râlé, enfin, etc., par une loi qui s'appelle la loi Maurice de 1947, on leur a laissé le ticket modérateur et puis la gestion pour les fonctionnaires. Moi, je vous le disais tout à l'heure, je suis à la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, par exemple. Voilà. Bon. Donc, c'est une vieille histoire, c'est une... Bon. Est-ce que ça résoudrait le problème? Allez, pour l'instant, il me semble que c'est vraiment je ne suis pas sûre que ce soit ça qui résoudrait le problème, vous voyez. Ou d'abord, et identifions les problèmes, faisons en sorte qu'il y ait un vrai débat sur cette question. Mais autrement, c'est d'une complexité, c'est éclaté, c'est enfin, vraiment, vous soulevez quelque chose, on peut vous dire, ah oui, mais attendez, ça, mis en regard de ça, ça pose problème. C'est vraiment une construction complètement hétéroclite sur 50 ans qui fait que là, on arrive à un moment où, bon, Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Moi, donc je suis Odile, vous m'entendez? oui, tout à fait, je reconnais votre nom. Vous avez peu parlé de l'assurance chômage. Qu'est-ce que vous pensez de la situation d'aujourd'hui par rapport à l'assurance chômage qui est en train vraiment de... Bon, déjà, dès le départ, elle n'avait pas été intégrée dans la sécurité sociale. Donc, ça a été une raison, enfin une fracture en fin de compte dès le départ. Et puis, donc par la suite, il y a eu cette dualisation justement avec l'assurance et l'assistance. Et bon, aujourd'hui, on est dans une situation où elle est en train de presque d'être étatisée, mais en même temps presque de disparaître. Alors, sur la question du chômage, effectivement, vous avez raison de le rappeler, en 1945, pour la ROC, le risque chômage devait entrer dans la sécurité sociale, c'était évident. Mais comme il y avait un paradoxe, en 1945, on a quand même créé l'ONI pour aller chercher à l'étranger des travailleurs qui viennent reconstruire le pays. Donc le patronat disait, mais vous êtes malade, enfin vous parlez de chômage alors qu'on manque de main-d'œuvre. Donc si vous voulez, la question du chômage est restée... Et puis quand le chômage a commencé à monter et que surtout l'Europe, le marché commun a montré qu'on était un des rares pays à ne pas avoir de protection au chômage, ça a été un coup entre le patronat et le syndicat FO pour mettre en place la question du chômage. Bon. Alors, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Ce qui est en train de se passer, c'est effectivement une étatisation quasi totale et, comme toujours, dans ces cas-là, que ce soit pour la santé, la retraite, le chômage, c'est des politiques restrictives. Bien sûr, bien sûr. Alors, merci beaucoup. Je peux simplement préciser peut-être pour que Madame Odile Merclin qui vient de poser la question est aussi une membre historique fondatrice, aussi je crois cofondatrice du syndicat Agir Ensemble contre le chômage ou du syndicat de l'organisation. Ah, oui, oui, et elle a coordonné un petit ouvrage pour une sécurité sociale chômage qui peut être... je le marque, oui.
C'est plutôt une association qu'un syndicat. Oui, pardon, excuse-moi. Association et syndicat de chômeurs, c'est le... D'accord. Et alors, je ne sais pas si Loïc, si plus personne n'a de questions, Je te laisse conclure. c'est simplement pour annoncer la prochaine séance. Du coup, merci beaucoup, Madame Beck, pour cette intervention qui était vraiment passionnante. Et pour annoncer que la prochaine séance donc, aura lieu le vendredi 11 mars prochain. Nous recevrons Marianne Dujarrier pour nous parler de son ouvrage Troubles dans le travail. C'est qui avait d'abord travaillé sur la question il y a quelques années, publié un ouvrage sur la question du travail des consommateurs et qui a développé ces questions au croisement de la sociologie et de la philosophie. Nous ne savons pas encore. Alors, c'est Marc-Antoine Sabaté qui n'a malheureusement pas pu être là ce soir, qui a fait sa thèse sur le revenu universel à Bruxelles, qui a invité Madame Dujarrier, mais je ne sais pas si c'est lui qui animera ou répondra à la séance. Mathilde, comme tu l'as, je sais que dans ton article du numéro de Raison politique, tu évoquais cette question du travail comme importante. Si ça t'intéresse de répondre à Madame Dujarrier le 11 mars, ce serait avec plaisir. Je saisis l'occasion. Et voilà, si plus personne n'a de questions aussi, je vous remercie encore Madame Beck et je vous remercie toutes et tous pour votre présence et vos questions et votre attention. C'est moi qui vous remercie très sincèrement. Merci Madame. Et bon travail.